en faisant des conférences? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Non, ce n'est pas que je souhaite obtenir, c'est que je souhaite partager. Je souhaite partager une information à laquelle j'ai accédé, non pas parce qu'on m'a fait cadeau en me la donnant, je me la suis procurée, mais je pense que j'ai quand même la chance de trouver, de rencontrer des personnes ou des auteurs que je n'ai pas rencontrés personnellement, mais que je les ai lus, ou d'autres que j'ai rencontrés personnellement, et qui m'ont permis de découvrir certaines pistes à partir desquelles j'ai pu réfléchir, j'ai pu mener une réflexion et mieux comprendre qu'en fait, ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. C'est tout simplement le résultat des situations qui ont été créées parce que cela convenait à certains. Certains qui n'étaient peut-être pas les plus nombreux, hein, mais qui étaient les plus puissants. Et je pense que c'est extraordinaire d'avoir eu la possibilité de commencer à comprendre que je ne savais pas grand-chose. Que je ne savais pas grand-chose de ce qui me concerne. Que je ne savais pas et que je ne connaissais pas toutes les bonnes raisons que j'avais pour me mobiliser. Parce que le problème, c'est ça aussi. Qu'en général, on ignore la plupart des raisons qu'on a pour s'engager, pour se battre et pour chercher un changement. Justement, comment se battre? Avec quoi? Avec quelles armes? Parce qu'il y a une domination, effectivement, que vous parlez dans votre livre, La férocité blanche. Cette domination se fait par les armes, physiquement. Donc, on voit que Pas seulement. Pas seulement. Oui, le reste vient par la suite. On peut dire la domination sur l'Amérique latine, que ce soit sur l'Afrique ou dans le monde, par les Européens, ce que vous appelez les Blancs dans votre livre, ça s'est fait par les armes. Et par la suite, c'est étendu, cette domination par autre chose. C'est d'abord par les armes. Comment les Africains aujourd'hui peuvent se défendre avec ça? C'est que vous êtes arrivé tardivement ici, mais avant que vous n'arriviez, nous avions déjà abordé la question de la domination. J'ai pris pendant 45 minutes, je crois, ou davantage, le temps pour m'étendre là-dessus, parce que justement, il me semblait très important, mais vous n'étiez pas là, vous êtes arrivé après. Alors bon, ça m'oblige à revenir sur quelque chose que j'avais déjà expliqué ici. Non, je ne voulais pas que vous reveniez sur la question, c'est comment les Africains peuvent se défendre. Mais ce que je veux dire, c'est que la domination, ni en Amérique, ni en Afrique, n'a jamais été que militaire. La supériorité militaire, la supériorité des armes, cela a été nécessaire dans un premier temps pour instaurer la domination. La domination coloniale, par exemple, que c'est dont il est question ici, elle a été instaurée suite à des guerres d'agression qui ont été en quelque sorte des guerres d'extermination, donc génocidaires. C'est vrai. Mais la terreur militaire, la suprématie militaire, à elle toute seule, n'aurait jamais suffi pour garantir, pour perpétuer, pour assurer la continuité de la domination. Et cela est valable, que ce soit ici, dans les pays impérialistes, où il y a des contradictions aussi entre les élites économiques, les élites politiques et l'ensemble de la population. Là, ici, il y a des contradictions. Cela est aussi vrai dans les colonies. La preuve, c'est que pendant très longtemps, que ce soit dans l'univers concentrationnel d'Amérique ou en Afrique, il a bien fallu avoir recours à des mécanismes idéologiques, dont la religion, qui a été le plus efficace. Des recours idéologiques comme la religion pour convaincre les opprimés. En Amérique, c'était les esclaves. En Afrique, on dirait les indigènes, les colonisés. Pour les convaincre des bonnes raisons qu'il y avait les maîtres. Que les maîtres avaient raison. Dans l'univers concentrationnel d'Amérique,
les blancs, les esclavagistes, les maîtres étaient une petite minorité comme ça. C'était une petite minorité comme ça. En Afrique, les colonisateurs, ils n'étaient pas particulièrement nombreux. Mais ce n'était pas seulement parce qu'ils s'étaient appuyés sur la force des armes. Ce n'est pas seulement en s'appuyant sur les forces des armes qu'ils ont pu étendre leur domination. C'est pourquoi il a fallu créer des mécanismes qu'on peut appeler superstructures de la société. Hein? Il y a dans la société ce qu'on appelle des structures qui sont la situation économique, la relation qu'il y a entre les uns et les autres. Mais il y a comme une espèce de bâtiment, un espèce de bâtiment qui est au-dessus de cela. C'est comme si on avait un premier étage où il y a les relations comme ça. Mais il y a un deuxième étage où il y a les institutions qui vont se créer. Ces institutions s'appellent l'école, l'église, aujourd'hui la télévision, la presse écrite, la radio. À quoi croyez-vous que servent tout ça? Cela sert à une chose. Hein? Cela sert à une chose. À légitimer les pouvoirs instaurés, à légitimer les rapports d'asservissement instaurés, à légitimer la situation de domination qui existe, qui a été créée. Cela sert justement à que les gens n'aient pas la capacité de se révolter contre le statu quo. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, ça s'appelle contrôle des esprits. Hein? Ça s'appelle arriver à contrôler les esprits. Hein? Avec la radio, avec la presse, avec la télévision, mais surtout avec l'église autrefois, avec l'école surtout, l'école, les collèges, l'université. Voilà les institutions indispensables. Non seulement nécessaires, mais indispensables au maintien du statu quo. Et c'est seulement lorsque, grâce à ces institutions, au bon fonctionnement de ces institutions, qu'on a réussi à instaurer ou installer un vrai contrôle sur les esprits, c'est alors, et seulement alors, qu'on va parler de démocratisation de la société. À ce moment-là, on va parler de démocratie, on va parler de démocratisation, on va parler d'élection. Nous allons élire démocratiquement nos gouvernants. Et nous allons les élire démocratiquement. Démocratiquement parce qu'à ce moment-là, nous pensons comme les maîtres veulent que nous pensons. Nous avons déjà adhéré à la vision du monde qu'ils ont, à la mentalité qu'ils ont. À ce moment-là, nous ne sommes plus conscients de que, en fait, je suis un opprimé. Vous savez, les opprimés, en général, ils ne s'identifient pas à eux-mêmes en tant qu'opprimés. Mais non, pas en tant qu'opprimés. C'est seulement quand il a pris conscience, quand il y a une prise de conscience, qu'un ouvrier va s'identifier comme ouvrier, il va penser en tant qu'ouvrière, qu'un nègre va prendre conscience de que lui, il est doublement opprimé parce qu'il est exploité en tant que travailleur qui vend de sa force de travail. Mais qu'en plus d'être économiquement exploité en tant qu'ouvrière, il est racialement discriminé et opprimé en tant que noir. Et qu'en conséquence, il est doublement opprimé par rapport à son collègue ouvrier comme lui, mais blanc, par exemple. Cela n'existait pas dans sa réflexion avant d'avoir une prise de conscience. Avoir pris une conscience de classe de son aliénation économique. Et bien voilà, de que cette prise de conscience n'arrive pas, de cela se chargent les institutions. Les institutions qui représentent des superstructures de la société, qui sont comme cette espèce de deuxième étage dont j'ai parlé à l'instant. Et c'est justement pour qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser tous les jours les fusils, la mitraillette et les fouets, qui est important qu'il existe ce genre d'institution, qu'il existe cette idéologie. Vous voyez? À ce moment-là, sachant, je vous le concède, que les élites qui ont le contrôle sur les esprits et qui ont le contrôle sur l'économie et qui contrôlent tous les pouvoirs,
ils n'ont jamais renoncé à la violence. Ils vont conserver. C'est pourquoi il existe l'armée, il existe la police, il existe les services de renseignement, il existe tout ça. Parce que si jamais, malgré ce contrôle des esprits, il y a un travail de prise de conscience, un travail de désaliénation, un travail de rupture du carcan, et que les gens ont pris conscience, ils vont se révolter, et bien à ce moment-là, on fera appel à la violence armée, aux armes, comme on l'a fait au moment d'instaurer la domination. Mais vous voyez bien que la chose est beaucoup plus complexe. Ça serait trop simple si la domination restait indéfiniment à s'appuyer seulement sur les fusils. Hein, vous savez, il y a eu un criminel ici en France, un assassin qui s'appelait Napoléon Bonaparte. C'était un vrai criminel, mais il était intelligent. Il avait compris qu'on peut tout faire avec les armes, sauf s'asseoir là-dessus. Hein? Il n'était pas bête, c'était un criminel. Donc vous voyez, la force brute, la force physique, elle est vraiment indispensable au départ. Hein? Mais par la suite, les choses se complexifient.